Les podcasts du Figaro. Vous connaissez sans doute ces moments où tout ce qui pourrait mal tourner tourne mal. En montagne, ce genre de drame arrive aussi. En décembre 1956, 2 étudiants rêvent de réaliser un exploit. Ils veulent gravir le Mont Blanc en plein hiver. Passer Noël au sommet, à 4800 mètres d'altitude. Leur rêve va devenir une tragédie. En 1956, les secours en montagne sont encore peu organisés. Les guides locaux sont régulièrement dépassés par des montagnards urbains et peu expérimentés. Ils s'énervent de leur soi-disant exploit, réalisés dans des conditions à leurs yeux de plus en plus dangereuses. Mais l'affaire Henri et Vincent Don s'apprête à tout changer. Au fil des siècles, les pics, aiguilles, pointes et dômes qui composent les sommets des Alpes ont été apprivoisés par de nombreux alpinistes, dans des ascensions parfois tragiques, toujours glorieuses. Dans cette série de podcasts, Le Figaro retrace les grandes ascensions qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme, de la performance sportive jusqu'à la conquête des plus hautes montagnes. La conquête des Alpes, une série originale du Figaro. Épisode 3, Noël tragique au Mont Blanc, l'affaire Henri et Vincent Don. Les 2 alpinistes, François-Henri et Jean-Vincent Don, ont respectivement 24 et 22 ans. Le premier est étudiant à Paris, le second à Bruxelles. Ils se sont rencontrés 3 ans plus tôt, lors d'un stage d'escalade. L'itinéraire qu'ils visent cet hiver-là est une course réservée d'ordinaire aux grimpeurs chevronnés. Mais les 2 jeunes ont déjà plusieurs courses à leur actif dans les Alpes. Ils ont étudié le parcours, ils sont confiants. Ce 22 décembre 1956, les 2 étudiants quittent Chamonix en direction de l'Aiguille du Midi. Ils ont décidé de s'équiper en tenue himalayenne avec suffisamment de matériel pour tenir plusieurs jours en autonomie. Cela les ralentira, bien sûr, mais c'est une sécurité supplémentaire. Après 2 jours de marche, le 24 décembre, les 2 jeunes croisent la cordée de Walter Bonatti, à 3600 mètres d'altitude. C'est un joli cadeau de Noël. L'Italien est une sommité dans le monde de l'alpinisme. Walter Bonatti vise lui aussi un exploit cet hiver-là. L'ascension de la Poire, une voie de très haute difficulté dans la face est du Mont Blanc. Une voie encore jamais réalisée en hiver. Il est en compagnie de son ami Silvano Gezer. Toutefois, les 2 groupes ne vont pas dans la même direction. Les 2 Français sont en train de descendre. Ils ont vu un voile de nuages à l'horizon. Ils sont inquiets, ils redoutent le mauvais temps. Un ciel voilé ? Allons. À l'horizon, Walter Bonatti ne voit pas un seul nuage. Il leur propose de les suivre jusqu'au refuge de la Fourche, et même au-delà s'ils le veulent. Son expérience, son prestige aussi, rassure les 2 étudiants. Et la petite troupe passe la nuit dans ce refuge perché à 3700 mètres. Le lendemain matin, le départ se fait avant le lever du soleil. Les 2 cordées marchent ensemble jusqu'au col Mort. Puis, elles se séparent. Chacun son ascension.
les deux étudiants ont renoncé finalement à suivre le guide. Mais ils veulent tenter tout de même l'ascension du Mont Blanc par l'éperon de la Brinva. C'est l'itinéraire qu'ils avaient prévu. L'aube est radieuse, la neige excellente. Tout laisse à penser que la journée se terminera par des retrouvailles triomphales et bien arrosées à Chamonix. Au bout de quelques heures, Walter Bonatti et son compagnon s'aperçoivent qu'ils sont partis trop tard. Le soleil chauffe déjà trop. Cela rend le risque d'avalanche trop important sur une paroi aussi verticale. Ils se rabattent à contre-cœur sur l'itinéraire de la Brinva et aperçoivent avec surprise les deux Français en contrebas sur la pente. À cette heure, Jean et François devraient être beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, constate le guide italien. Brutalement, à une centaine de mètres du sommet, le temps se dégrade. Des rafales de vent balayent les alpinistes. Des flocons se mettent à tomber. Impossible d'aller plus loin. Les Italiens creusent à la va-vite un abri dans la neige. Plus bas, Jean et François ont trouvé refuge dans un trou, au fond duquel s'ouvre un igloo naturel. Les températures sont glaciales. Le vent infernal. La nuit semble durer une éternité. Le lendemain matin, la neige, les nuages sont toujours là. Les conditions sont exécrables. Bonatti est un montagnard expérimenté. Il décide de porter assistance aux deux étudiants visiblement éreintés. Après une courte descente en rappel, les quatre hommes s'encordent et repartent ensemble affronter la montagne. Un autre refuge se trouve juste après le sommet. Il faut l'atteindre. Face au vent, dans le brouillard, chaque pas est une épreuve. Bonatti presse ses amis. Il faut se mettre à l'abri avant l'obscurité. C'est une question de survie. Une nouvelle nuit dehors pourrait être mortelle. Mais les deux jeunes, épuisés, insistent pour faire des pauses. Bonatti les encourage. On ne peut pas s'arrêter, allez. Mais l'écart se creuse, inexorablement. Pour le guide italien, un choix s'impose alors. Il doit ramener son compagnon sain et sauf. Une décision est prise. Les deux cordées se séparent et se mettent à marcher chacune à leur rythme sur la pente qui mène au refuge le plus proche. Walter Bonatti racontera: Ce qui compte le plus aux yeux d'un alpiniste de haute montagne, c'est cet autre soi-même au bout de la corde. Pendant ce temps, à Chamonix, l'alerte a été donnée par un ami de Jean et François. Mais la société chamoniarde de secours en montagne adresse une fin de non-recevoir. Les guides de haute montagne travaillent à leur compte et aucun ne souhaite prendre de tels risques en plein hiver. Surtout pour récupérer des jeunes Parisiens conscients. Tout de même, à force d'insister, un hélicoptère est mobilisé pour tenter de repérer les deux naufragés. Mais sans succès, le brouillard est trop fort. En fin de journée, un poste d'observation situé au téléphérique du Brévent déclare cependant avoir repéré deux alpinistes en difficulté. Le 28 décembre, l'information s'affiche désormais en une de l'actualité nationale. Deux jeunes étudiants sont perdus en pleine montagne à quelques heures à peine de Chamonix. Entre-temps, le guide Bonatti et son compagnon Silvano Geyser
sont parvenus à redescendre du Mont Blanc, mais de l'autre côté, en Italie. Silvano souffre de graves gelures qui nécessitent des amputations. À leur arrivée dans la vallée, les parents de Jean et François sont assaillis par les journalistes. Une nouvelle opération de survol est mise sur pied. À proximité du lieu-dit de la Combe maudite, les pilotes identifient formellement, cette fois, les deux hommes, au milieu de l'immensité neigeuse. Ces derniers leur font des grands signes désespérés, mais les pilotes ne peuvent pas les atteindre. Un deuxième hélicoptère décolle dans la foulée pour leur livrer des vivres avec un message. On leur suggère de remonter 200 mètres en amont. Cela permettrait de faciliter leur évacuation. En attendant, aucun guide n'a accepté de se rendre disponible pour monter une opération de secours par voie terrestre. Et faute de volontaires, la journée se passe sans que rien d'autre ne soit entrepris. Les parents de Jean et François sont désespérés. À Chamonix, la colère gronde. Contre les guides, d'abord, qui ne font rien. Contre la mauvaise organisation des secours aussi. Lionel Terray, grand nom de l'alpinisme français, condamne ouvertement la lenteur des opérations. Il décide de monter lui-même une équipe pour aller chercher les deux étudiants. Le lendemain, c'est le commandant Le Gall, chef de l'école militaire de haute montagne, qui prend le contrôle du sauvetage. Mais voilà que les nuages s'installent à nouveau au-dessus des Alpes. Le brouillard est là. Impossible de faire décoller l'appareil. Lundi 31 décembre. Voilà 5 jours que l'alerte a été donnée. 5 jours que deux jeunes sont perdus en pleine montagne, à plus de 3500 mètres d'altitude. Enfin, le temps s'éclaircit. 2 hélicoptères Sikorsky de fabrication militaire s'envolent à l'aube depuis la vallée, avec à leur bord 2 guides et 2 pilotes. Après une première approche, l'un des 2 équipages repère Jean et François dans la montagne. Le pilote tente de se poser, mais la neige enveloppe soudain l'hélicoptère. L'engin est trop lourd pour cette altitude. L'appareil se déséquilibre et se crache brutalement dans la Combe. À Chamonix, où l'opération était suivie à la jumelle, c'est la consternation. En plus de 2 naufragés, 4 hommes sont désormais en perdition à plus de 4000 mètres d'altitude. Heureusement, l'équipage de l'hélicoptère est indemne. Les 4 hommes rejoignent Jean et François. Ils sont encore en vie. C'est presque un miracle après 5 jours de solitude en pleine montagne. Les 2 étudiants ont le visage tuméfié, les mains et les pieds gelés. Ils n'ont pas pu ouvrir les colis qui leur étaient destinés. Mais la joie des sauveteurs est de courte durée. Comment remonter jusqu'à un lieu sécurisé avec 2 hommes incapables de marcher ? Acculés, les 2 guides de l'expédition prennent alors une terrible décision. Il va falloir laisser sur place les 2 rescapés. Ils les installent dans la carcasse de l'hélicoptère. C'est promis, ils reviendront rapidement les chercher. L'angoisse régnait à Chamonix où les familles de Vincendon et d'Henri s'efforçaient de garder une espérance.
Dans la nuit, Lionel Terray, parti avec 4 compagnons par le chemin des Grands Mulets, était revenu sans avoir atteint son but, arrêté par une nouvelle tempête. On aurait pu, assurait-il, les atteindre 2 jours plus tôt par l'aiguille du goûter. Et il ajoutait, le sauvetage a trop tardé. C'est seulement le 3 janvier que de nouveaux appareils parviennent à décoller depuis Chamonix pour aller récupérer les 6 alpinistes en détresse. Dans la vallée, dans les journaux, on parle partout de cette affaire. L'armée a mis cette fois à disposition des hélicoptères Alouette plus légers et plus maniables en haute altitude. 1 heure plus tard, les engins reviennent à leur base. Ils sont accueillis par une foule soulagée. Les sauveteurs sont tous sains et saufs. Mais sur les brancards, aucune trace de François-Henri et de Jean-Vincent Don. En coulisses, le commandant local a en effet décidé, avec l'accord du père de François et lui seul, d'abandonner les 2 jeunes. Ils sont convaincus que François et Jean n'ont pas survécu à la dernière tempête, ou tout du moins qu'ils ne pourront pas s'en sortir sans de graves amputations. Mais comment annoncer une telle décision ? Pour sauver les apparences, le commandant redécolle vers le Mont Blanc et survole la zone. À son retour, il indique à la presse n'avoir vu aucun signe de vie. Il déclare en même temps la fin des opérations de secours. Épilogue macabre à Chamonix, 3 mois après. La famille Vincent Don venait recevoir le corps contracté de ce garçon qui, pour elle, représentait l'avenir. Le retour des corps de Jean-Vincent Don et François-Henri marque la fin d'un des drames les plus poignants de l'alpinisme. Chamonix tout entier s'inclinait devant la dépouille de ces 2 téméraires qui avaient voulu, dans la fougue de leur jeunesse, défier la montagne. Dans la carcasse du Sikorsky, Jean-Vincent Don sera retrouvé allongé, à l'endroit même où il avait été installé par les sauveteurs. François-Henri, quant à lui, sera découvert près de la porte de l'engin. Aurait-il alors essayé d'en sortir, peut-être en entendant les hélicoptères ? Était-il encore en vie le 3 janvier ? Et l'idée qu'il est attendu et espéré en vain est insupportable. L'histoire tentera de l'oublier. Officiellement, les 2 jeunes hommes seront déclarés morts le 1er janvier. L'histoire tragique de François-Henri et Jean-Vincent Don fera date dans l'histoire de l'alpinisme. 2 ans plus tard, en 1958, une circulaire instaure la gratuité des secours en montagne. Ils seront désormais pris en charge par l'État. François et Jean ne seront pas morts en vain. Aujourd'hui, les services français de sauvetage en montagne sont parmi les plus performants au monde, permettant ainsi de sauver de nombreuses vies. Bonjour Maëlle Aldebert. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro et alpiniste également, on le rappelle. Qu'est-ce que cette affaire Henri et Vincent Don a fondamentalement changé dans le système de secours de haute montagne en France ? Cet événement, il a vraiment touché l'opinion publique, il faut bien s'en rendre compte. Les journaux, les radios ont suivi jour après jour ce sauvetage en 1956 et jusqu'au dénouement tragique. 1 an et demi plus tard, c'est-à-dire le 21 août 1958 précisément, le gouvernement fait passer une circulaire qui crée des unités de sauvetage qui sont spécialisées dans la haute montagne et qui sont aujourd'hui le PGHM à Chamonix, en Isère et ailleurs, ainsi que les CRS de montagne. La circulaire de 1958 précise aussi que cette assistance est prise par l'État
Et ça, c'est important de le préciser. Oui, donc désormais, l'aide en haute montagne, les secours de haute montagne seront pris en charge directement par l'État, ce qui n'était pas le cas auparavant. Est-ce que c'est vraiment, ceci dit, cette affaire précisément qui a changé la donne ? Avec le recul, c'est très probable que cette organisation, avec ses moyens, aurait vu le jour tôt ou tard. Mais le sauvetage raté de Henri et Vincent Don a vraiment, c'est sûr, accéléré le processus. On a gagné, a priori, quelques années. Ça veut dire au final probablement des dizaines de vies sauvées. Et il faut noter qu'aujourd'hui, le secours en montagne est vraiment l'un des plus performants au monde, le secours en montagne français. Mayol, est-ce que ce drame aurait pu être évité ? C'est toujours difficile de répondre à cette question, mais ce qui est certain, c'est que les étudiants n'étaient pas partis à la légère, ils avaient étudié le parcours. On n'avait pas aussi non plus toutes les techniques de prévision météo à l'époque dont on dispose aujourd'hui. Mmh. Après, il y a aussi vraiment dans cette affaire une question de fatalité, on va dire. C'est toujours comme ça en montagne. Il y a un enchaînement de petits éléments anodins et qui, au final, peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Alors vous-même, Mayol, vous avez gravi les sommets du Mont Blanc. Quels sont les principaux itinéraires pour arriver en haut ? Alors l'itinéraire classique, on appelle la voie normale, c'est la voie qui passe par le glacier principal du Mont Blanc et qui part de Chamonix. Aujourd'hui, il est très peu emprunté parce qu'à la montée, il y a des chutes de sérac qui sont très dangereuses. Des séracs, c'est des morceaux de glacier qui se détachent dû à la poussée du glacier vers le bas de la montagne. Des gros blocs de glace qui peuvent tomber à tout moment. Voilà, exactement. De l'autre côté, il y a la voie du Dôme du Goûter qui est montée à pied en général l'été. Cette voie aussi est compliquée d'accès parce qu'il faut traverser un couloir où il y a de nombreuses chutes de pierre. Et puis après, on peut le faire à ski, par exemple, par les 3 monts, donc à partir de l'Aiguille du Midi, ensuite par le Mont Blanc du Tacu, puis le Mont Maudit, qui est un itinéraire très long et très technique. Et puis évidemment, il y a plein d'autres itinéraires beaucoup plus difficiles pour arriver au sommet. Oui, donc Mayol, aujourd'hui, grimper au Mont Blanc, ce n'est pas du tout une promenade de santé, il faut le rappeler. Oui, bien sûr, et c'est important de le rappeler, parce que d'ailleurs, il y a une surfréquentation du Mont Blanc, qui est le sommet le plus haut des Alpes et d'Europe. Donc il y a énormément de personnes qui viennent, qui parfois sont mal équipées, qui sont mal entraînées. Donc ça pose de vrais problèmes de sécurité. En plus, sur la voie classique du Dôme du Goûter, il faut traverser ce grand couloir dont les chutes sont les chutes de pierre sont accélérées avec le réchauffement climatique. Donc c'est une voie qui est dangereuse et qui est technique. Oui, parce que les pierres sont retenues par la glace fond, et donc du coup ça provoque des éboulements, c'est ça ? Exactement, c'est le permafrost, c'est la structure de glace et de roches en profondeur qui font avec le réchauffement climatique et qui déstabilise tout le squelette de la montagne. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des gendarmes qui ont été envoyés par la mairie de Saint-Gervais pour contrôler l'accès à cette voie et qui interdisent aux alpinistes qui sont mal équipés de monter. Mayol, dernière question. Aujourd'hui, depuis Chamonix, est-ce qu'on peut voir l'endroit où toute cette histoire s'est passée ? Oui, bien sûr. Depuis Chamonix, on est vraiment dans une vallée très encaissée, mais juste en dessous, au pied du Mont Blanc. Donc, on voit tout le début du glacier. Et puis, si on s'élève un peu dans les hauteurs de l'autre côté, donc sur le flanc du massif des Aiguilles Rouges, on voit très bien tout l'arête sommitale, le Dôme du Goûter. Peut-être qu'on voit le refuge aussi si on s'élève un peu plus haut. Donc on voit très bien la combe maudite où se sont perdus les 2 alpinistes, qui est encore visible aujourd'hui, bien sûr, et à l'époque on imagine bien qu'ils ont vécu le drame en le voyant aux jumelles en direct. Eh bien, merci beaucoup, Mayol Aldebert. L'article à l'origine de ce récit s'appelle « Noël tragique au Mont Blanc, l'affaire Henri et Vincent Don ». On peut le lire en intégralité sur lefigaro.fr. À lire aussi le livre « Naufrage au Mont Blanc » d'Yves Ballu, qui retrace en détail cette aventure. Il est paru aux éditions Paulsen. La conquête des Alpes est une série originale du Figaro sur une idée de Mayol Aldebert, raconté par Alban Barthélemy, coordination Aude-Cérès, réalisation Chloé Vibo, prise de son Axel Lampérière, post-production Léo Westphal. Retrouvez les grands récits de la conquête des Alpes du XVe siècle à nos jours sur lefigaro.fr et toutes les plateformes d'écoute. À très vite.